Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur ma chaîne YouTube Mehdi Info. Aujourd'hui on va parler sur l'anatomie et la sémiologie de l'appareil urinaire. Tout d'abord on va commencer par l'anatomie et plus précisément le rein. Bien sûr comme vous savez, le rein c'est un organe rétropéritonéal, ça veut dire il est situé derrière la paroi postérieure péritonéale. Elle a une forme d'un haricot, comme ça. Il faut savoir une notion que le rein droit est plus bas que le rein gauche. Du fait de la présence du foie qui fait abaisser un petit peu, comme vous voyez ici, le rein droit. Et aussi, il faut savoir qu'il y a un repère anatomique très important qui précise la position du rein, des deux reins par rapport à la colonne vertébrale. C'est la colonne vertébrale numéro T11 et la colonne vertébrale lombaire L3. Et on va dire que le rein droit est limité par le bord inférieur de T11, et le rein gauche est limité, comme vous voyez ici, par le bord supérieur de T11. Par contre, les deux bords inférieurs du deux reins droit et gauche sont limités par le processus transverse de L3. Donc c'est très important de comprendre ça. Par la suite, on va parler un petit peu sur la vascularisation, bien le pédicule vasculaire des reins. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a le cheminement de l'artère, ou bien l'aorte abdominale, comme vous voyez ici. Après, il va donner l'artère rénale gauche et l'artère rénale droite. Après, il y a la veine en bleu, la veine cave inférieure qui va nous donner la veine rénale droite ici et par ici la veine cave gauche. Ça constitue essentiellement le pédicule rénal. Donc, ça grosso modo, l'anatomie du rein. Concernant les dimensions, il faut savoir que les dimensions des reins, successivement, la longueur est 12 cm, la largeur 6, l'épaisseur 3. Donc pour ne pas oublier, 3, 6, 12. Il y a aussi une chose importante concernant le début rénal. Il faut savoir que le rein reçoit 1,2 litres par minute, qui représente 20% du début cardiaque. Voilà. Il y a aussi une notion que je voulais parler. Il faut savoir que le rein, comme ça, est encapsulé par une capsule fibreuse inextensible et qui est richement innervée. Cette capsule elle a une particularité, c'est que ne permet
pas au rein d'agrandir, d'augmenter son volume. Et donc, quand il y a un obstacle au niveau du rein, surtout un lithiase par exemple, lithiase rénale au niveau de l'urétère, comme ça, le rein ne peut plus se dilater. Et ça qui va provoquer une douleur intense appelée la colique néphritique. C'est une douleur lombaire caractéristique. Et pour cette raison, il ne faut pas oublier ça, il faut retenir le rôle important de la capsule fibreuse dans la protection du rein. Et aussi, il y a ce qu'on appelle le graisse périrénale. Ce graisse, elle a aussi une fonction protectrice du rein contre les chocs, contre les traumatismes, etc. Voilà. Ensuite, on va parler un petit peu sur l'histologie du rein. Comme vous voyez dans cette planche, il y a ce qu'on appelle l'unité fonctionnelle, les pyramides de Malpighi. Et ça que, c'est-à-dire, sont situés au niveau de la médulaire, comme vous voyez ici. Et ça, c'est le cortex. Et quand on parle sur la médulaire, comme j'ai déjà dit, le pyramide de Malpighi est l'unité fonctionnelle qui compose, bien constituée essentiellement de les néphrons, l'unité aussi, on va dire, vraiment qui fait filtrer le sang. Et bien sûr, comme vous savez, le néphron composé de, bien constitué de l'ensemble des tubes rénaux qui vont par la suite entrer dans la filtration glomérulaire du sang. Et aussi, c'est ce qu'on appelle colon de Bartin. Et ça, c'est les calices mineurs. Après, il y a, comme vous voyez ici, calice majeur. Et après, il y a le bassinet. Et par la suite, l'urétère. Donc, c'est très important de comprendre ces notions. Comme j'ai déjà dit, cortex, partie médulaire, qui constitue essentiellement pyramide de Malpighi. Après, colon de Bartin. Par la suite, les mineurs, calice mineur, précalice majeur. Et à la fin, on a ce qu'on appelle le bassinet après l'urétère. Donc, on va par la suite schématiser les voies urinaires qui sont l'urétère et la vessie, l'urètre. Donc, premièrement, vous imaginez que c'est ça les deux reins. Après, par le verre, ça c'est l'urétère gauche. Ça c'est la vessie. Il faut savoir que l'urétère droite et gauche vont rejoindre la partie inférieure de la vessie, comme ça. Pourquoi j'ai dit ça? Et parce que quand il y a une dilatation comme ça de la vessie, elle ne va pas compresser les deux tubes parce que la partie supérieure, comme vous voyez ici,
qui peut se dilater. Par contre, la partie inférieure, elle est fixe, inexpansible. Ça qui va permettre toujours de ne pas empêcher ou bien compresser les deux urétères. Et aussi, par la suite, comme vous voyez ici la vessie, par la suite, il y a l'urètre. Comme ça, l'urètre, attendez, qui fait à peu près 3 à 5 cm chez la femme et 12 à 16 cm chez l'homme. Il faut savoir aussi une notion que les deux urétères ont une caractéristique de se dilater et de constriction qui est contrôlée par le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique de l'intérêt, on va dire de l'utilisation des antispasmodiques et tout dans le traitement du calcul ou bien de la colique néphritique, c'est-à-dire quand il y a un obstacle ici, va constituer une inflammation, on peut agir à l'inflammation par c'est-à-dire la dilatation, bien l'inhibition du système nerveux qui contribue à la régulation de l'épucère ou bien de la dilatation du tube urétère. Bon, en tout cas, oubliez ça, c'est pas important pour vous maintenant. Il y a une autre particularité chez l'homme que je voulais parler concernant l'urétère, et ça c'est très important de les troubles mictionnels qu'on trouve souvent chez l'homme. Bon, ça c'est la vessie, après l'urétère. Après ce qu'on appelle, il y a l'appareil génital, le canal différent qui va cheminer comme ça, hop, vont rejoindre ici la prostate. Donc, juste après la vessie à la prostate, pour cette raison, quand il y a un adénome de la prostate, adénome bénigne ou bien cancer, on va voir des troubles mictionnels, type pépolacure, rétention urinaire, soit par exemple désurer l'essentiel, un problème qu'on va parler un petit peu dans les autres épisodes. Donc, retenez bien ça concernant l'homme. Et après, on a fini un petit peu l'anatomie de l'appareil urinaire. On va passer à une autre notion importante, c'est la sémiologie de l'appareil urinaire. On va commencer par la définition des petites notions qui sont importantes en matière de sémiologie et que n'importe quel, on va dire, étudiant, bien qui est intéressé par de connaître les termes médicaux concernant l'appareil urinaire, vous me suivez et vous allez comprendre, tout simplement. Je vais commencer par la pollakiurie, c'est l'augmentation de la fréquence d'émission supérieure à 3 jusqu'à 4 par jour. Par contre, la polyurie, c'est l'augmentation de volume, ici pas de la fréquence, du volume de la DRS quotidienne qui est supérieure à 200 cc par jour. On a la dysurie. Vous voyez ici avec S, dysurie, c'est la difficulté de l'évacuation de contenu vésical dans un délai normal. Ça veut dire, au lieu, physiologiquement, la DRS va durer, on va dire, 30 ou bien 20 secondes, elle va durer 1 à 2 minutes et qui n'est pas normal. Concernant la nurie, c'est l'absence d'envie d'uriner et l'absence de globe vésical. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'urine, c'est-à-dire le rein ne filtre plus le sang et ne produit pas l'urine. Et ça peut être un problème au niveau du rein ou bien un obstacle au niveau des voies urinaires, comme un lithiase rénal, donc qui ne peut permettre, qui ne permet pas aux urines d'arriver à la vessie. Voilà.
On a aussi l'impériosité mictionnelle qui est définie par le besoin urgent d'aller uriner, ou bien appelé encore l'urgenturue. Il y a aussi la rétention urinaire aiguë qui est définie par l'impossibilité d'évacuer la totalité ou une partie de l'urine vésicale. Et donc on devrait différencier entre la rétention urinaire aiguë et la anurie. Et la différence est facile, c'est que dans le premier cas, anurie, vessie vide, mais dans la rétention urinaire aiguë, si la vessie est remplie, mais il y a un problème de l'évacuation. Peut-être il y a une cause surtout de la contraction de la musculature de la vessie. Et il y a aussi l'incontinence urinaire qui est définie par la perte involontaire d'urine. Elle peut être au cours de l'effort, par exemple la toux, bien un petit choc abdominal. Il y a aussi l'énurésie. C'est quoi l'énurésie? C'est la perte inconsciente et involontaire d'urine pendant le sommeil, retrouvée essentiellement chez l'enfant. C'est important. L'hématurie, c'est la présence anormale de sang dans les urines. Elle peut être macroscopique ou microscopique. C'est-à-dire macroscopique, on peut voir ça directement à l'œil, ou bien microscopiquement à l'aide des examens complémentaires, ou bien un microscope optique avec, on va dire, un grossissement, voilà. Et ça, l'hématurie, elle a une très importante valeur très importante en matière de diagnostic. L'urétroragie, c'est la présence de sang ou bien l'écoulement de sang par le média urétral en dehors de toute miction. C'est très important de différencier ça, parce que c'est ça la différence entre l'hématurie et l'urétroragie. Si la miction, au cours de la miction, on parle de urétroragie et pas de l'hématurie. Pardon, en dehors de la miction, on parle de urétroragie et pas d'hématurie. Purée, c'est la présence du puits dans les urines. L'udaturée, c'est l'émission de vésicule fine lors de l'émission, traduisant une rupture d'un kyste hydatique runal. Ça, on le voit essentiellement dans le kyste hydatique qui touche le rein. L'hémospermie, c'est la présence de sang dans les spermes. On va parler aussi, c'est la pneumaturie, c'est l'émission du bulle d'air par le mi-urétral. Ça évoque éventuellement une fistule urodigestive. Il y a aussi la fucalurue, c'est la présence des matières fécales, bien l'émission des matières fécales au cours de la miction. Ça se traduit aussi une fistule urodigestive. Et ça, pour mieux comprendre ce phénomène, ça on le voit essentiellement dans les maladies inflammatoires qui touchent le côlon ou bien le tube digestif, notamment maladie du Crohn. Donc quand il y a le côlon est comme ça, toujours inflammation. Par la suite on aura un trou. Le trou après inflammation qui fait un contact, qui est en contact direct avec par exemple l'urétère. Donc par la suite, on a aussi une fistule comme un pan. Donc le bulles d'air qui sont constituées essentiellement au niveau du côlon et les matières fécales vont rentrer comme ça. Par la suite, l'émission de ces produits, on va dire ça, au cours de la miction. Donc c'est très important de comprendre ces notions. Elle a vraiment une valeur diagnostique importante, surtout au cours des maladies inflammatoires qui touchent le côlon. Et donc voilà, je viens de finir l'explication et j'espère qu'on va se rencontrer encore dans une nouvelle explication, un nouveau épisode concernant l'appareil urinaire. Donc j'espère que, c'est-à-dire
vous abonner sur ma chaîne, comme ça vous recevez beaucoup plus, c'est-à-dire les informations et d'autres cours concernant l'urologie, concernant la médecine de façon générale. Et n'hésitez pas donc d'être abonné avec moi. Et merci beaucoup pour votre attention. Merci.